Dès les débuts du cinéma, des rôles furent tenus par des enfants. Parmi eux, certains sont devenus des icônes. On pense à des figures comme Jackie Coogan, révélé aux côtés de Charlie Chaplin dans le film The Kid en 1921, et plus tard, des personnalités comme Shirley Temple ou Judy Garland qui ont marqué ce que l'on appelle aujourd'hui l'âge d'or d'Hollywood. Disney n'a pas fait exception et a connu son lot d'enfants stars depuis ses débuts. Ça s'est passé un 3 mars 1937. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. This award is for the best performance by a child actor or actress during the year 1949. It goes to the little boy whose performance in The Window and So Dear to My Heart enchanted moviegoers and critics alike, Bobby Driscoll. Bobby? Bonjour Corinne, et ce jour-là va naître le premier enfant vedette dans un film Disney. Bonjour Nicolas. 3 mars 1937, ce jour-là voit effectivement la naissance de Bobby Driscoll, qui est considéré comme le premier enfant à signer un contrat avec Disney. Robert Cletus Driscoll pousse donc son premier cri à Cedar Rapids dans l'Iowa. Son père est vendeur dans le domaine de l'isolation et sa mère institutrice. Sa petite vie tranquille bascule lorsque son père, exposé à des conditions de travail difficiles, souffre de problèmes pulmonaires liés à l'amiante. La famille quitte alors le Midwest pour s'installer en Californie où le climat est jugé plus favorable. C'est donc ce qui va le rapprocher de Los Angeles et de l'industrie hollywoodienne. Et c'est là que va se produire un enchaînement d'événements. Tout commence dans un salon de coiffure. Un barbier, dont le fils travaille dans le milieu du cinéma, suggère que Bobby tente une audition. L'attitude du petit bonhomme va retenir l'attention des professionnels. C'est donc une attention qui va le conduire sur les écrans. Très vite, Bobby Driscoll passe donc son premier casting et obtient un rôle mineur dans L'Ange perdu en 1943, un film classique de Roy Rowland qui raconte l'histoire d'une petite fille surdouée qui découvre le monde réel. Bobby Driscoll y joue le rôle très modeste d'un petit garçon dans un train. C'est une apparition furtive, presque anecdotique, de seulement 2 minutes mais suffisante pour que les studios remarquent son naturel. Non seulement cela marque ses tout débuts au cinéma, mais c'est aussi le lancement de sa carrière d'enfant star. Et c'est donc à ce moment-là que Disney va rentrer en scène. La rencontre entre Bobby Driscoll et les studios Disney s'inscrit dans un contexte très particulier, celui d'un studio en pleine transformation, à la recherche de nouveaux visages capables de porter cette évolution. Après sa brève apparition dans L'Ange perdu, la prestation de Driscoll dans J'avais 5 fils en 1944 attire l'attention de plusieurs professionnels qui soulignent chez lui une capacité rare à jouer avec naturel, sans affectation. C'est à ce moment-là que Walt Disney s'intéresse à lui. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Disney cherche à élargir son champ d'action, à expérimenter des formats hybrides mêlant prise de vue réelle et animation. Il s'agit là d'une transition non seulement technique, mais aussi esthétique et émotionnelle. Et elle suppose de trouver des acteurs capables de servir de relais entre deux univers, le réel et l'imaginaire. Et en soi, c'est un rôle qui est tout à fait taillé pour un acteur comme Driscoll. Lorsque le petit Bobby est convoqué pour rencontrer Disney, il ne s'agit pas d'une audition classique, mais plutôt d'une série d'essais et d'entretiens destinés à évaluer sa capacité à incarner un rôle très particulier. Car Disney prépare alors un film ambitieux. Alors, animation et prise de vue réelle, film ambitieux, ne s'agirait-il pas de Mélodie du Sud ? Effectivement, Mélodie du Sud qui sortira en 1946. Dans ce film, Bobby Driscoll incarne Johnny, un jeune garçon confronté à des tensions familiales et qui trouve refuge dans les histoires racontées par l'oncle Rémus. À travers ce personnage, le spectateur entre dans les séquences animées. C'est lui qui fait le lien entre le monde réel et les personnages animés. Ce qui demande une capacité à croire à ce qui n'existe pas encore, puisque le jeune Bobby doit en effet jouer face à des personnages qui seront ajoutés plus tard. Regarder un point vide, réagir comme si une créature vivante s'y trouvait et écouter des dialogues qui ne sont pas encore enregistrés, tout en donnant le sentiment que cette interaction est réelle. C'est vrai qu'en soi, cela relève de l'exploit pour un enfant de 9 ans. Et c'est ici que son profil devient déterminant. Les témoignages de l'époque convergent. Bobby Driscoll ne donne pas l'impression de jouer face à l'invisible. Il semble réellement en interaction. Et c'est là la qualité extrêmement rare que recherche Disney. C'est la raison pour laquelle, après les premiers essais, Walt Disney prend une décision forte. Il ne se contente pas d'engager Bobby Driscoll pour ce film, il choisit de le signer sous contrat, ce qui est nouveau pour un enfant acteur. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Disney travaille avec des enfants, je pense aux Alice Comedies par exemple.
Oui, la première à avoir été propulsée au milieu d'une animation fut effectivement Virginia Davis, qui apparaît en 1923 dans les Alice Comedies, une série pionnière qui mélangeait prise de vue réelle et animation. Mais on n'est pas encore dans un système organisé. Disney est encore un jeune réalisateur, son studio est fragile, presque artisanal, et son projet est celui d'une petite fille plongée dans un univers animé. Virginia Davis est choisie pour incarner cette fonction, c'est-à-dire être Alice. Avec Bobby Driscoll, on change complètement d'échelle. Le studio est alors structuré, puissant, installé dans l'industrie hollywoodienne. Lorsque Disney signe le jeune Bobby, il ne se contente plus de l'employer pour un rôle, il l'intègre dans une logique de continuité. Et donc, il va apparaître dans plusieurs productions. Ben oui, après Mélodie du Sud, il va apparaître dans plusieurs films majeurs. Danny le petit mouton noir, L'île au trésor. Et puis, il prêtera sa voix et ses mouvements à Peter Pan. Ah, je ne comprends pas, il n'y a pas de prise de vue réelle dans Peter Pan pourtant. C'est exact. Et c'est là que la participation de Bobby Driscoll est particulièrement fascinante. Lorsque Disney lance la production de Peter Pan au début des années 50, le studio est déjà expérimenté dans l'animation. Mais il cherche à atteindre un niveau de fluidité et de crédibilité encore plus élevé dans les mouvements et les émotions des personnages. Pour cela, il va avoir recours à des prises de vue réelles comme base de travail pour les animateurs. C'est là qu'intervient Bobby Driscoll. Il n'est pas alors simplement un doubleur, mais devient une référence pour le personnage. Donc tu veux dire que le film a été joué par des acteurs avant de devenir animation ? Concrètement, Bobby a été filmé en studio, en train de jouer les différentes scènes du film. Il court, il saute, il mime le vol, il adopte des attitudes corporelles spécifiques, comme cette manière très particulière de se tenir. Ses gestes, ses déplacements, ses regards sont observés avec une extrême attention. Ces images filmées ne sont pas destinées à être intégrées directement dans le film, mais servent de matériaux. Les animateurs les étudient, les décomposent, s'en inspirent pour construire le mouvement du personnage et donner au dessin une cohérence physique. Mais son rôle ne s'arrête pas là, car il prête également sa voix au personnage. Et là encore, l'enjeu est fondamental. Peter Pan n'est pas simplement un enfant, c'est un enfant qui refuse de grandir. Cela suppose un équilibre vocal très particulier entre légèreté, assurance, espièglerie et autorité. Et la voix de Bobby Driscoll correspond exactement à ce registre. Il est un jeune adolescent et sa voix n'a plus tout à fait la fragilité d'un enfant, mais pas encore la profondeur d'une voix adulte. Alors tu l'évoquais, Bobby Driscoll entre maintenant dans l'adolescence. Comment va se poursuivre sa carrière ? Lorsque Peter Pan sort en 1953, Bobby Driscoll atteint à la fois un sommet et une limite. Alors que Peter Pan s'impose comme une figure éternelle de l'enfance, Driscoll est, lui, en train d'en sortir. Avec ce rôle, il signe sa dernière participation à une production Disney. Le cinéma qui l'avait consacré devient alors plus difficile d'accès. Les grands rôles se raréfient et il se tourne progressivement vers la télévision, enchaînant quelques apparitions dans des séries, souvent sous forme d'épisodes isolés, même si dans la seconde moitié des années 50, il parvient encore à décrocher quelques rôles, notamment dans Duel d'espions en 55 ou The Party Crusher en 1958. Dans les années 60, les rôles deviennent encore plus rares et son nom disparaît progressivement des circuits principaux d'Hollywood. À défaut de retrouver sa place d'acteur, il se tourne alors vers un autre univers. Il fréquente des cercles d'artistes, dont celui d'Andy Warhol, et se consacre à la création de productions visuelles expérimentales. Une manière, finalement, de se réinventer. Après Peter Pan, la trajectoire de Bobby Driscoll ne s'effondre donc pas d'un seul coup, elle s'efface progressivement et je crois que l'issue, malheureusement, sera fatale. Effectivement. Dans sa vie personnelle, les difficultés s'accumulent. En perte de repères, il se tourne vers la drogue. Dans les années 60, ses problèmes de dépendance entraînent des démêlés judiciaires et des passages en centre de réhabilitation. Le 30 mars 1968, il est retrouvé mort dans un immeuble abandonné à New York. Il a 31 ans. N'ayant pas de papier sur lui, il est enterré anonymement dans une fosse commune sur Hart Island à New York. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que ses empreintes digitales ont permis de l'identifier officiellement. Ainsi, celui qui avait incarné l'enfance éternelle à l'écran s'éteint dans l'anonymat, un contraste qui, à lui seul, résume toute la fragilité de ses destins d'enfant star. Merci Corinne de nous avoir permis de nous souvenir un instant de celui qui restera éternellement un enfant, alors même que lui n'a jamais pu le rester. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 3 mars 1937. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.